Bienvenue à toutes et à tous pour notre exploration du jour. Aujourd'hui, on plonge, on va se pencher sur les idées vraiment marquantes du livre Can't Hurt Me de David Goggins. Hmm. C'est une autobiographie assez hors norme, hein, le parcours d'un homme qui a traversé des trucs extrêmes pour se forger une volonté d'acier, une vraie philosophie basée sur la force mentale pure. C'est exactement ça. Alors notre objectif aujourd'hui, essayer d'extraire les concepts clés. Le dépassement de soi, la discipline, la confrontation à l'adversité et surtout voir un peu comment ces leçons, qui viennent souvent de la souffrance, comment elles pourraient, résonner ou s'appliquer dans nos vies, même loin de ces extrêmes, quoi. Oui, comment on peut s'en inspirer même à une autre échelle? Voilà. OK, alors on décortique ça, préparez-vous, c'est un voyage assez intense dans l'esprit de quelqu'un qui a, on peut le dire, redéfini les limites du possible. Alors, pour bien saisir sa philosophie, je crois qu'il faut vraiment comprendre d'où il part, son point de départ. L'enfance de Goggins, c'est marqué par une adversité quasi constante. C'est le moins qu'on puisse dire, oui. Une violence paternelle brutale, fréquente. Il parle de la ceinture comme instrument, le racisme aussi, omniprésent, très agressif dans l'Indiana rural des années 80. Et puis la précarité, hein, après la fuite de sa mère. Il vivait dans un logement social subventionné à 7 $ par mois. C'est à peine imaginable. Il y a cette image terrible de Skate Lane, la patinoire de son père, où, dès 6 ans, il était exploité, forcé de nettoyer tard le soir dans une peur constante. Lui-même le dit, il avait tout pour devenir ce qu'il appelle une statistique négative. Oui, et c'est justement ce contexte presque invivable qui rend son message si puissant, en fait. Il ne nie pas du tout ce passé traumatique, au contraire, il le transforme en fondation. C'est ça? Au lieu que ce soit une excuse, ça devient le point de départ d'une exigence absolue. La vérité brute, la responsabilité totale. C'est un refus radical de se voir comme une victime. Ce vécu extrême, ça nourrit directement son concept central du miroir de responsabilité, l'accountability mirror. Ah oui, cette idée de se mettre devant son miroir et d'y coller des post-it, c'est ça? C'est ça. Pour lister sans phare ses faiblesses, ses échecs et aussi ses objectifs. C'est une démarche d'une honnêteté assez brutale envers soi-même quand même. C'est brutal, oui. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque, avec une approche comme ça aussi frontale, de tomber dans une sorte d'autoflagellation? Un truc stérile plutôt que constructif? C'est une très bonne question et c'est légitime de se la poser. La clé, d'après Goggins, c'est vraiment l'intention derrière. Il ne s'agit pas de s'apitoyer ou de se juger moralement, tu vois. D'accord. C'est plutôt de faire un diagnostic, sans complaisance, pour pouvoir ensuite agir. C'est l'étape 0. Reconnaître la réalité telle qu'elle est, sa propre part de responsabilité dans ses galères ou sa stagnation, pour ensuite définir un plan d'action concret. Mhm. D'ailleurs, il insiste beaucoup sur le fait que la motivation externe, tu sais, les discours inspirants, les encouragements des autres, c'est très volatile. Motivation is crap, il dit. C'est direct. Oui, ce qui transforme vraiment pour lui, c'est l'autodiscipline. Implacable, la répétition quotidienne des efforts, même tout petits. Et c'est cette discipline-là qui naît de l'honnêteté du miroir, qui permet de recabler l'esprit. Donc l'idée, c'est pas tant de se punir que de s'obliger à regarder ce qu'on préférerait ignorer, pour pouvoir enfin changer les choses. Si on transpose ça à un contexte plus ordinaire, ça pourrait être quoi? Analyser objectivement pourquoi un projet a foiré au boulot, par exemple, hein. Exactement. En identifiant ses propres erreurs de jugement ou son manque de préparation, plutôt que chercher que des coupables à l'extérieur. Absolument. C'est arrêter de se raconter des histoires, en fait, et reprendre le contrôle de son propre récit. Identifier ses points faibles, nommer ses vrais objectifs, et accepter qu'une partie de la solution, ou du problème d'ailleurs, elle est en nous. C'est ce premier pas, souvent le plus dur, qui lance tout le processus de transformation profonde qu'il décrit. Et cette idée de dépasser ses propres excuses, ça nous amène assez naturellement à un autre concept majeur chez Goggins, la fameuse règle des 40%. Ah oui, celle-là, elle est frappante. L'affirmation que, au moment où notre esprit hurle «Stop, j'en peux plus», on a en réalité utilisé qu'environ 40% de notre capacité, de notre potentiel réel. Il raconte même cette histoire, cette confrontation avec un expert du MIT qui parlait de limites génétiques strictes. Mhm. Et Goggins qui réfute ça totalement, en se basant juste sur sa propre expérience. Et son expérience, elle est assez parlante, c'est clair. Sa transformation physique pour réussir à intégrer les Navy SEALs, c'en est un exemple assez dingue.
Oui, raconte un peu. Il pesait presque 135 kilos, donc 297 livres, bien au-delà de la limite autorisée. Il devait descendre à 87 kilos, 191 livres, Waouh. et il a perdu ses 48 kilos, 106 livres, en moins de 3 mois. En moins de 3 mois. Ah, C'est énorme. c'est énorme. C'est extrême, on est d'accord. Mais ça illustre vraiment sa conviction profonde qu'on a tous des réserves, physiques et mentales, qu'on sous-exploite largement. Mais qu'est-ce qui nous freine alors, psychologiquement? Pourquoi on a cette tendance à s'arrêter si loin de notre potentiel réel? Qu'est-ce qui se passe? Goggins, il parle d'un gouverneur mental. C'est intéressant comme image. C'est une sorte de mécanisme de protection intégré, hérité de notre évolution, qui cherche à nous préserver de la douleur, de l'inconfort, de l'épuisement. Une sorte de fusible, quoi. C'est un peu ça, oui. Il nous envoie des signaux d'alarme, la fatigue, le doute, l'envie de tout lâcher, bien avant que nos limites physiologiques ou mentales soient vraiment atteintes. Et donc, pour dépasser ces fameux 40%, il faut apprendre à reconnaître ce gouverneur et à le maîtriser. D'accord. Et la méthode pour y arriver, c'est ce qu'il appelle le calloused mind, l'esprit endurci. Endurcir son esprit. Un peu comme on se fait des callosités sur les mains à force de travail manuel. L'idée, c'est ça, que l'esprit aussi peut devenir plus résistant si on l'expose souvent à la difficulté. C'est tout à fait ça. L'idée, c'est de forger la résilience mentale en s'exposant volontairement, régulièrement, à des situations inconfortables, que ce soit physiques ou mentales. Hmm. Ce qui est puissant là-dedans, je trouve, c'est de comprendre que chaque petite décision d'affronter l'inconfort, même minime, c'est pas juste une action isolée. C'est un entraînement volontaire qui reconfigure petit à petit notre réponse neuronale à la difficulté. Ce gouverneur mental, tu vois, c'est pas juste la voix qui dit arrête de courir. Non, bien sûr. C'est aussi celle qui murmure demande pas cette augmentation ou lance pas ce projet trop ambitieux ou même remets à plus tard cette discussion difficile. Donc finalement, c'est pas tant l'exploit unique qui compte, mais plutôt l'accumulation de ces petites victoires sur notre propre résistance au quotidien. Genre choisir l'escalier au lieu de l'ascenseur, finir ce rapport barbant sans traîner, oser prendre la parole en réunion même si ça stresse. Ce serait ça qu'adoucir son esprit jour après jour. Précisément, chaque fois qu'on choisit consciemment l'effort ou l'inconfort, plutôt que la facilité ou l'évitement, eh bien, on élargit un peu sa zone de confort. On diminue l'emprise de ce gouverneur mental. D'accord. Et ce qui est intéressant, c'est que cette force mentale acquise dans un domaine, mettons la discipline sportive, elle peut ensuite se transférer à d'autres aspects de la vie. La persévérance face aux défis au boulot ou personnel. C'est un renforcement global de la volonté en quelque sorte. Cultiver cette résilience au quotidien, ça permet donc de mieux affronter les moments vraiment difficiles. Ce qui nous amène logiquement aux outils spécifiques que Goggins utilise dans ces moments critiques, quand l'envie d'abandonner est la plus forte. Il y a notamment ce fameux cookie jar, la boîte à biscuits mentale. Ah, le cookie jar. C'est une technique de gestion mentale sous pression qui est, oui, fascinante. L'idée, c'est de créer consciemment une réserve mentale de ses succès passés, de toutes les fois où on a réussi à surmonter des obstacles importants. Mhm. Quand on se retrouve face à un mur, au bord de craquer, on ouvre cette boîte mentalement et on se remémore ses victoires. Mais attention, c'est pas juste un souvenir vague, hein. Non. Non, l'idée c'est de revivre activement la sensation d'avoir triomphé de l'adversité, de se rappeler la preuve qu'on a déjà été capable de faire des choses dures. Au 70e mile, il est au bout du rouleau. Déshydraté, des douleurs partout, assis sur le bord de la route, l'abandon semble la seule option logique. Exactement. Le scénario classique de l'ultra-endurance où le corps et l'esprit disent stop. Et c'est là, précisément à ce moment-là, qu'il active son cookie jar. Il se force à se rappeler les épreuves qu'il a déjà surmontées. Comme quoi, par exemple? Sa transformation physique radicale, dont on a parlé, les souffrances endurées pendant la terrible Hell Week, la semaine d'enfer de la sélection des Navy SEALs, le fameux BUD/S, Basic Underwater Demolition SEALs Training, connu pour son taux d'échec énorme. Oui, il a dû la refaire plusieurs fois, non? Oui, il a échoué 2 fois avant de réussir. Et donc, il se remémore la fierté, la force qu'il a tirée de ses réussites passées pour refuser d'abandonner là, maintenant. Il se relève et, contre toute attente, il termine les 101 miles de la course. Le passé devient une ressource, une énergie tangible pour le présent. C'est une forme d'auto-renforcement positif, en quelque sorte, mais il décrit aussi une autre technique qui est plus confrontante, on va dire. Taking souls, prendre les âmes. Ça sonne presque agressif. Comment on interprète ça? Taking Souls, oui, le nom est
Marquant, c'est une stratégie mentale de renversement psychologique. L'idée, c'est que quand on sent que quelqu'un, un adversaire, un instructeur, ou même une difficulté abstraite comme la douleur ou la fatigue, essaie de nous briser, de nous pousser à abandonner, Mhm. eh bien, on choisit de retourner cette énergie contre l'agresseur. Au moment où on se sent le plus faible, le plus attaqué, on décide consciemment de montrer une détermination inébranlable, voire même une sorte de plaisir dans l'effort. Goggins décrit ça pendant la Hell Week, quand les instructeurs mettaient une pression monstre sur les candidats épuisés. Lui, il puisait une énergie nouvelle dans leur tentative de le faire craquer. Il leur montrait qu'ils pouvaient encaisser encore et encore. Donc, au lieu de subir la pression, on s'en nourrit. C'est une transformation de la perception de la souffrance. Elle devient un carburant, une occasion de montrer sa force mentale. C'est puissant, c'est sûr. Mais comment on transpose ça dans un environnement moins extrême? Au bureau ou dans un projet personnel difficile, sans avoir l'air belliqueux? Non, bien sûr, il ne s'agit pas forcément d'adopter une attitude agressive envers les autres. C'est plutôt un état d'esprit intérieur, tu vois. D'accord. Face à un défi qui semble insurmontable. Une charge de travail énorme, une critique très dure, un concurrent redoutable. Plutôt que de se laisser submerger par le stress ou le découragement, on peut choisir de voir la situation comme un test de sa propre résilience. Hmm. On peut décider mentalement de prendre l'âme du problème, c'est-à-dire de lui faire face avec une détermination encore plus grande, de montrer qu'il ne nous aura pas. C'est transformer la perception de l'obstacle en stimulant. Que ce soit avec le cookie jar ou le Taking Souls d'ailleurs, Goggins souligne un élément essentiel, le pourquoi. Savoir pourquoi on endure l'épreuve. La raison profonde. Exactement. C'est absolument crucial pour que cette technique marche. Sans un pourquoi solide, la volonté finit toujours par céder, à un moment ou à un autre. Cette notion de volonté face à l'adversité, ça inclut aussi sa relation très particulière à l'échec. Parce que son parcours, c'est loin d'être une ligne droite de succès, hein. Ah non, pas du tout. Il a échoué 2 fois à terminer le Buds à cause de blessures. Il a raté plusieurs tentatives pour le record du monde de traction avant de finalement y arriver. Il a même été recalé à la sélection de la Delta Force alors qu'il avait bien démarré. C'est pas l'image lisse du surhomme infaillible qu'on pourrait imaginer. Au contraire. Et c'est ça, je trouve, qui rend son approche encore plus pertinente, plus humaine, finalement. Il incarne ce qu'il appelle l'empowerment of failure, l'autonomisation par l'échec. Pour lui, l'échec, ce n'est jamais une impasse. C'est une mine d'informations précieuses. Et c'est un puissant catalyseur pour les efforts futurs. Il ne s'agit surtout pas de l'ignorer ou de le minimiser, mais de le disséquer. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Il ne subit pas l'échec, il l'utilise activement. Il parle des After Action Reports, les AARs. Ces débriefings structurés qui viennent du monde militaire et qu'il applique très rigoureusement à ses propres revers, personnels et professionnels. Ouais. Analyser froidement, point par point. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et surtout, pourquoi? C'est méthodique. Mais aussi en regardant ses propres échecs en face, sans se voiler la face, pour en tirer les leçons. Et ça implique aussi, il insiste beaucoup là-dessus, de faire la paix avec son passé, d'affronter ses démons personnels, comme les abus qu'il a subis enfant, pour qu'il n'ait plus de pouvoir sur le présent. Il y a une différence énorme entre être terrassé par un échec et choisir de le transformer en tremplin. Mais comment on peut appliquer ça concrètement, cette analyse post-échec? Si on rate une présentation importante au travail ou si un projet personnel n'aboutit pas comme on voulait, l'idée ce serait de s'asseoir et de lister objectivement les causes, les erreurs qu'on a faites, les leçons à retenir, au lieu de juste se sentir démoralisé et passer à autre chose. C'est exactement ça. Le processus des AR personnel, ça force à passer d'une réaction purement émotionnelle, la déception, la frustration, à une analyse factuelle. Qu'est-ce qui dépendait de moi? Où est-ce que j'ai manqué de préparation, ou de compétences, ou de stratégie? Quelles ressources externes j'ai mal utilisées ou ignorées? Cette analyse, même si elle n'est pas agréable sur le moment, elle fournit une feuille de route pour la prochaine fois. Elle transforme l'échec d'une expérience négative qu'on subit en un processus d'apprentissage actif. Ça change la perspective. Ça soulève une question essentielle pour chacun, je pense. Comment on peut transformer notre propre relation à l'échec pour qu'il devienne un moteur de croissance plutôt qu'un frein? Goggins montre que c'est un choix délibéré, et c'est une compétence qui se travaille. Bon, alors, si on essaye de synthétiser un peu ce parcours dans l'univers de Goggins,
On part d'une confrontation radicale avec la réalité, une prise de responsabilité totale avec l'accountability mirror. C'est ça, le point de départ. Ensuite, on apprend à repousser ses limites perçues grâce à cette règle des 40% et en endurcissant son esprit par l'enconfort volontaire, le fameux calloused mind. L'entraînement mental, oui. Dans les moments de prise, on mobilise ses ressources intérieures avec le cookie jar ou on renverse la pression avec le taking souls. Et enfin, on apprend à transformer chaque échec en leçon, en carburant avec les AARs pour se forger cet esprit blindé. C'est une approche assez radicale, c'est vrai, mais très centrée sur la reprise de contrôle de son propre potentiel mental. C'est une illustration extrême, c'est sûr, mais fascinante, de la primauté de la volonté et de l'autodiscipline sur les circonstances de départ, ou même sur les talents innés. Goggins est parti de conditions incroyablement défavorables, sans aucun avantage apparent, et il a sculpté sa réussite par la seule force de sa détermination et de son travail mental acharné. C'est assez inspirant, même si c'est extrême. Voilà. Et même si ces exploits sont hors normes, les principes qu'ils mettent en lumière, la responsabilité personnelle, la confrontation délibérée à l'inconfort, l'analyse constructive de l'échec, la puissance du pourquoi, tout ça, ça contient des vérités universelles sur notre capacité, à nous humains, à nous adapter, à grandir, à nous dépasser face à l'adversité. C'est moins une question de don que de discipline, une discipline cultivée. Alors pour conclure cette exploration intense, peut-être une dernière pensée à emporter avec soi. Après avoir effleuré ces concepts, quelle est cette limite professionnelle, personnelle, physique, peu importe que l'on s'impose peut-être à soi-même, par habitude ou par peur, et qui mériterait d'être sérieusement remise en question? Qu'est-ce qui pourrait changer, même un tout petit peu, si on décidait d'aborder une difficulté actuelle, petite ou grande, avec juste une étincelle de cette mentalité du «et si», «what if», que Goggins incarne si fort? C'est une question qui, peut-être, mérite qu'on s'y arrête un instant, non?